toujours, c'est avec le même plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau numéro de votre émission Le Débrief sur Médian. Merci de nous rester fidèles. Aujourd'hui, nous parlerons du Gabon et de la CEDEAO. Au Gabon, c'est à l'issue du Conseil des ministres du 20 juin dernier que le gouvernement a décidé de réduire le train de vie de l'État. Une parmi les mesures d'austérité que le président Brice Clotaire Oligui Nguema, une des mesures en tout cas d'austérité prises par le président Brice Clotaire Oligui Nguema et qui vise à mettre fin à la gabegie financière et à prôner la bonne gouvernance dans le pays, la lutte contre la vie chère ainsi que la suspension des exonérations fiscales figurent parmi les priorités du président gabonais pour relancer l'économie de son pays. Après son investiture comme président élu du Gabon, quelle priorité du président Brice Clotaire Oligui Nguema pour son mandat? Quel impact des mesures et actes posés sur la situation économique et sociale du Gabon? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, nous parlerons de l'élection de Julius Maada Bio comme nouveau président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Le président sierra-léonais a succédé ainsi à son homologue nigérian Bola Tinubu. Face aux défis auxquels la région fait face, Julius Maada Bio s'est fixé 4 grandes priorités pour son mandat, allant de la restauration de l'ordre constitutionnel et du renforcement des institutions démocratiques à la refonte de la coopération sécuritaire régionale, en passant par l'accélération de l'intégration régionale à travers l'application effective de la ZLECAf, jusqu'à l'urgence aujourd'hui de réformer l'institution qu'est la CEDEAO. Quel défi attendent le nouveau président de la CEDEAO? Quelle lecture des priorités que s'est fixé le président Julius Maada Bio? Le développement en seconde partie du débrief. Sur ce plateau, pour en parler avec nos invités, M. Moussa Gueye, vous êtes consultant, également membre de l'OCDEA, l'Observatoire pour le suivi des indicateurs de développement économique en Afrique, et où vous êtes chargé de la formation et des partenariats. Merci d'avoir une nouvelle fois répondu présent à notre invitation. Merci M. Sow, c'est un plaisir d'être ici et de retrouver un frère et un ami. Un plaisir également de partager ce plateau avec vous. Un plaisir aussi, Nathan, de vous retrouver sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes analyste également politique. Merci beaucoup, Nathan, d'avoir une nouvelle fois répondu présent à notre invitation. Merci, Daouda. Je suis vraiment content d'être sur ce plateau-là avec mon frère, Coach Moussa. Un plaisir partagé aussi de vous avoir réunis alors sur ce plateau. Et je reste avec vous, Nathan. Quelle lecture est-ce que vous faites aujourd'hui des premières actions posées par le président gabonais après son investiture? Je rappelle qu'il a été investi le 3 mai dernier. Alors déjà, on va utiliser le mot fort, d'accord, des mesures fortes qui peut-être peuvent ne pas être comprises par les populations parfois, parce que les populations parfois réagissent à l'émotion, mais pas forcément avec la vision que peut avoir le chef de l'État et son gouvernement. Donc je disais tantôt des mesures fortes, parce qu'en réalité, quand on veut reformer les institutions, ça passe aussi par l'argent. Et je pense que c'est là qu'il a attaqué d'abord, réduire le coût de vie, réduire du moins les dépenses de l'État. Je pense que c'est fort et il faudrait que les mentalités aussi s'accordent à ces réformes qui sont faites. Ensuite, il y a l'accompagnement autour, accompagner les mesures avec le suivi des mesures. Je pense que c'est là où on attend surtout le président. Comment les mesures seront mises en place pour que ce qui a été déclaré soit effectif. Et avant même d'en venir à ce suivi ou cette évaluation-là aujourd'hui, que pensez-vous de ces mesures d'austérité? Vous l'avez rappelé tout à l'heure, réduction du train de vie de l'État également, la suppression en tout cas de certains postes ou de certains personnels en tout cas non indispensables et tout. Que vous inspirent aujourd'hui ces mesures d'austérité mises en place par le président gabonais? Alors, comme je disais d'entrée de jeu, ça peut paraître difficile, parce que quand on décide de prendre de telles mesures d'austérité, il va falloir penser licenciement, voilà, des retours à l'administration d'origine pour certains. Mais il y a deux manières de gagner l'argent pour l'État. Soit l'État en crée, par la production, peut-être investir dans subventionner l'activité économique, soit l'État en économise. Et donc les mesures d'austérité sont là pour économiser de l'argent, parce que parfois le train de vie de l'État est trop coûteux et ça pèse sur le contribuable. Donc je pense que c'est des mesures fortes qu'il va falloir maintenir et
sensibiliser les gens sur l'importance de ces mesures. C'est surtout ce point-là, sensibiliser les gens sur l'importance de ces mesures. Surtout sensibiliser les gens par rapport à l'importance de ces mesures prises. Et Moussa, selon vous, quels sont ces défis-là qui attendent aujourd'hui le président Brice Clotaire Oligui Nguema et son gouvernement? Oui, les défis sont majeurs. Il l'a dit dans sa promesse quand il a mis en place le CTRI, le comité de transition. Il avait parlé de relance économique, beaucoup de réformes. Il y a eu le référendum de 2024 qui a fixé 2 mandats de 7 ans définitivement. Donc il y a des actions qui ont été posées. Et nous souhaitons et nous prions que ces actions-là puissent se faire en adéquation avec les promesses. Donc l'autre défi majeur, c'est vraiment le défi économique, il l'a dit. D'un côté, l'État prend des mesures d'austérité pour économiser, donc dépenser moins et épargner plus. Et d'un autre côté, ce serait bien de diversifier l'économie, parce que l'économie gabonaise était centralisée autour du pétrole, qui est une énergie qui va finir. Et aujourd'hui, le Gabon a énormément de potentiel, notamment sur le tourisme, sur les PME, la technologie, parce que le Gabon, c'est à peu près 2 480 000 habitants. Pour un territoire qui est beaucoup plus grand que le Sénégal, c'est 267 000 km². On a à peu près 9 habitants au kilomètre carré, ce qui veut dire qu'en termes de ressources, il y a de la sous-exploitation encore. Il y a beaucoup à faire au niveau économique, notamment au niveau de la diversification. Et vous développez l'économie, vous améliorez la condition de vie des populations, et en ce moment-là, le message, comme il le dit, de sensibilisation, il passe mieux. Et on reste sur ce point que vous êtes en train de développer. D'ailleurs, lors du tout premier conseil des ministres du gouvernement de cette 5e République gabonaise-là, le communiqué qui en a résulté a précisé que l'action collective du gouvernement s'organise autour de 7 axes directeurs, comprenant une gouvernance fondée sur l'efficacité, la célérité et le professionnalisme, l'éthique comme socle d'exemplarité et une architecture exécutive rationnelle également. Que pensez-vous de ces points autour duquel, en tout cas, le président veut axer son mandat? Oui, je pense que c'est très pertinent. Vous avez parlé d'éthique, et en ce moment-là, il avait parlé dans ses premiers justement de lutte contre la corruption. Et cette lutte contre la corruption-là serait une bonne chose. L'État envoie un signal fort en diminuant son train de vie. Et derrière aussi, il faut des mesures d'accompagnement, notamment par exemple au niveau des forces de défense et de sécurité, dont il faut améliorer les conditions de vie. Il y a énormément d'efforts à faire à ce niveau-là, parce que si vous ne le faites pas, vous laissez encore une brèche pour la corruption. Et en ce moment-là, ce serait de relever le niveau, en tout cas les conditions de travail des forces de défense et de sécurité, sensibiliser sur la corruption. Et donc ça, c'est un message fort pour améliorer l'éthique justement. Et Nathan, vous concernant l'accès universel à l'eau potable et à l'électricité, un système de santé souverain et performant, ainsi que la création d'un pôle numérique national également, la finalisation aussi du réseau routier interconnecté qui est en cours présentement, et la généralisation également de l'accès au logement et à la propriété foncière sont entre autres chantiers auxquels le président veut s'attaquer. Que vous inspire également ces priorités-là du président gabonais et de son gouvernement? Alors les priorités sociales, tant que c'est social, c'est toujours bien, parce que l'ensemble de ce que vous avez cité, c'est des priorités des services sociaux. Donc tout ce qui est santé, services routiers, tout ce qui est autour de l'humain. Accès au logement. Voilà, accès au logement, tout ce qui est autour de l'humain, le bien-être des populations, c'est une priorité. Moi, je pense que un vrai développement passe par le fait que la population soit aisée, est le strict minimum. Une fois que la population, et c'est vérifiable, une fois que la population est à l'aise, on peut le voir en Suisse, on peut le voir en Norvège, dans certains pays où l'IDH est assez élevé. Une fois que la population est mise à l'abri du besoin, l'eau potable, l'électricité, le développement est plus rapide. Parce que la population ne s'oppose pas systématiquement. Et parce que l'opposition, ce n'est pas seulement aller dans les rues. Mais quand les gens ne réagissent pas aux mesures qui sont prises, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez même battre les gens. S'ils ne veulent pas suivre le mouvement, la population va faire blocus. Donc, une fois que la population est à l'aise et bien dans sa peau, le développement va suivre. Et donc, je pense que ce sont justement des bonnes
c'est un bon chantier que le président a engagé. Et on reste sur ce point que vous êtes en train de développer, le fait de mettre les populations à l'aise, comme vous l'avez dit tout à l'heure. D'ailleurs, le 18 juin dernier, le chef de l'État gabonais et l'ancien président du groupe de la Banque mondiale également, Akinwumi Adesina, ont procédé à l'inauguration d'une station de pompage d'eau potable, marquant la fin d'une crise de l'eau qui a duré environ 10 ans dans le quartier peuplé de PK5 à Libreville. Cette station est dotée d'une capacité de 57 600 mètres cubes d'eau par jour et doit alimenter environ plus de 128 000 personnes. Un bon début, n'est-ce pas, pour aujourd'hui mettre à l'abri du besoin ces populations? Oui, c'est un bon début. L'eau potable, c'est vital pour les populations. Et c'est un souffle, on peut dire un souffle nouveau pour ces populations. Maintenant, le souhait, c'est que cela s'étende à plus grande échelle et peut-être dans d'autres zones dans le pays. Cela s'étend à plus grande échelle et dans d'autres zones dans le pays. C'est également votre souhait. Moussa, la lutte contre la corruption, nous avions commencé d'ailleurs à en parler. La fiscalité également, comme levier de financement de l'économie. La lutte contre la vie chère ainsi que la réduction aussi du train de vie de l'État sont entre autres mesures d'austérité pour une administration plus efficiente et moins également budgétivore. Quel impact peuvent avoir selon vous ces mesures sur l'économie et même la gouvernance gabonaise? Oui, ce serait un signal fort, comme j'ai l'habitude de le dire. Ces mesures-là doivent être accompagnées maintenant d'une bonne communication. Il faudrait que quand vous prenez des mesures qui touchent les populations, que la communication devance en réalité. C'est vraiment l'erreur de nos chefs d'État de manière générale en Afrique. On prend des réformes. On n'est pas sûr que la population va s'approprier ces réformes-là. On y viendra tout à l'heure avec la CEDEAO, c'est le même problème. Aujourd'hui, ce serait de prendre des mesures impactantes, d'impliquer les populations, les chefs traditionnels, les groupes sociaux, les jeunes, le domaine de la culture, de les impliquer dans un débat national pour leur dire voilà ce que nous voulons faire, voilà comment nous voulons le faire, quelque chose à livre ouvert, très transparent, les ressources nous les puiserons de tel et de tel. En ce moment-là, la population, quand elle se sent impliquée dans la mise en œuvre de ces projets-là, va se l'approprier. Et en ce moment-là, les réformes, justement ces réformes importantes, qui sont pertinentes aussi, peuvent aller beaucoup mieux. Et comment développer davantage cet aspect-là dont vous parlez, à savoir cette communication et cette sensibilisation aujourd'hui de la cible, afin qu'elle soit mieux informée de ce qui se fait et de comment cela va impacter également son vécu? Ce serait une démarche communautaire. Une démarche vraiment communautaire. J'ai l'habitude de dire, il faut qu'ils descendent des bureaux, des immeubles, qu'on a des relais communautaires, nous avons des leaders communautaires traditionnels, des leaders dans les jeunes. Il faut aller vers ces gens-là, vers ces organisations-là et les impliquer, leur dire quels sont aujourd'hui vos défis majeurs parce que nous, voilà ce que nous voulons faire. Nous n'avons certes pas de moyens, mais ensemble, trouvons des solutions. Et c'est des débats de manière formelle que le gouvernement peut organiser. Faire aussi des journées de la presse, pourquoi pas, et dire ce mois de septembre avec un plan d'action. D'ici le mois de septembre, nous voulons, par rapport à plus de justice sociale, nous voulons lancer tel. Et l'idée, c'est vraiment que la communication devance. Sinon, les populations se braquent et ne comprennent pas des mesures qui peuvent avoir un effet à plus ou moins long terme. Et selon vous, Nathan, comment arriver à faire devancer cette communication-là, à mieux, en tout cas, sensibiliser ces populations gabonaises par rapport à ces mesures et les impacts, comme je le demandais tout à l'heure à Moussa, que peuvent avoir ces mesures sur leur quotidien? Alors, je pense que l'enjeu est double quand même et bipolaire. Bipolaire dans le sens où on ne va pas apprendre aux politiciens à faire la politique. Quand il est question des campagnes, les politiciens savent comment communiquer aux populations. Mais il faut juste utiliser ces mêmes méthodes qui ont marché pour les campagnes, les utiliser maintenant pour sensibiliser dans le sens de l'administration. Donc, ne plus faire de la politique politicienne, mais faire une politique de communication pour transmettre l'information. C'est essentiel quand même parce que non seulement ça aide les politiques ou les réformes à mieux passer, mais aussi ça aide les populations à comprendre, à avoir une meilleure posture. Parce que quand les populations ne comprennent pas, elles se braquent. Quand elles se braquent, elles vont commencer non seulement à insulter les autorités, elles vont commencer à crier parce que quelqu'un ne comprend pas pourquoi du jour au lendemain il a perdu son poste et telle famille a perdu. Mais parce que l'État doit faire des économies, doit faire de l'épargne pour peut-être d'autres projets. Mais les gens ne savent pas, ils ne comprennent pas. Donc, pour communiquer, on va vers les jeunes. On avait déjà parlé de ça ici, je crois, la force de la jeunesse. On va vers les chefs religieux.
on va vers les chefs coutumiers, on va vers les foyers des femmes, des enfants, de telle sorte que l'information passe à toutes les couches de la population et qu'on sache ce qui se passe. Et impliquer davantage les communautés, comme vous l'avez dit également. Il y a le président également, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a présidé en fin juin dernier la signature d'un accord stratégique entre l'État gabonais et l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences pour la création, en tout cas, du premier data center national du pays. Un pas vers l'affirmation. Est-ce qu'on tend vers un pas, en tout cas, vers l'affirmation de la souveraineté numérique du Gabon? Affirmation de la souveraineté numérique, oui, dans les Puisque faits. un data center également, ça permet de contrôler en tout cas les données de son propre pays et de les stocker surtout dans une infrastructure qui est une infrastructure nationale. Oui, c'est important parce que tous les pays aujourd'hui génèrent des informations et ont besoin de contrôler ces informations-là de manière, on va dire, autonome et de manière souveraine. Mais je pense que dans le cas d'espèce, nous avons un problème, vous me permettez, c'est que nous sommes des États en voie de développement. Il y a un problème, c'est qu'il y a le vide industriel. Or, on ne passe pas on passe de l'industrie à la numérisation, au numérique. Mais nous, quand on saute ce gap-là, il peut y avoir de gros problèmes au milieu parce qu'il y a un vide industriel là. Et je pense qu'il faut mettre cet équilibre-là dans la gestion. Mettre cet équilibre entre ce vide industriel et cette nécessité en tout cas du développement numérique. Je reviendrai tout à l'heure sur l'aspect industriel que vous avez abordé tout à l'heure. Moussa, depuis tout à l'heure, vous parliez de sensibilisation et même de la nécessité en tout cas du contrôle et du suivi évaluation. Aujourd'hui, quel mécanisme efficace également pour surtout assurer en tout cas ce suivi évaluation-là de ces politiques et programmes publics? Est-ce à travers aujourd'hui des delivery units ou autres formes en tout cas de modèles de suivi et évaluation? Oui, je pense que le système de delivery unit est un système qui est très efficace parce que tout est tourné en mode gestion projet avec un plan d'action, du suivi et surtout une communication continue. Il n'y a pas de discontinuité dans la communication. Quel que soit le projet, ça peut être un projet communautaire, on a parlé par exemple pour le data center, ce serait de dire quel organe va superviser la mise en place de ce data center, qui va en tenir l'exploitation, d'où est-ce qu'on tire les ressources et surtout quelle est l'incidence au niveau des populations. Et dans cette communication-là, ce serait de dire, vous qui êtes jeune dans un quartier de Libreville, non seulement nous allons améliorer l'accès à l'Internet, mais on a beaucoup de startups qui s'activent autour de l'agriculture maintenant, l'agriculture intelligente, ce serait de dire, venez, on va vous former, voici le plan d'action, au bout de 6 mois, vous allez devenir capable de labourer 1 hectare, et voici les sources de revenus. Et maintenant, le Delivery Unit s'occuperait de la mise en place de ce projet-là avec une information qui va de bas à haut, une information verticale vers des populations, vers l'État. Et ainsi, le suivi, il est en tout cas meilleur que, il a parlé tout à l'heure de l'administration traditionnelle, c'est dépassé. C'est vraiment dépassé. Aujourd'hui, les Delivery Units ont fini de prouver leur efficacité en termes d'impact réel dans la création de richesses pour les populations. Et quelle lecture faites-vous aujourd'hui de cette volonté de plus en plus affirmée des États africains à être maîtres de leurs données, c'est-à-dire à mettre sur pied des infrastructures numériques qui leur permettent en tout cas de contrôler leurs données? On voit de plus en plus en tout cas cela au niveau des États africains. Oui, c'est devenu primordial parce qu'on est dans un marché ouvert et mondial. Le contrôle, vous contrôlez les données, vous contrôlez votre business entre guillemets. Nous avons des applications chinoises, américaines à portée mondiale qui analysent les données des populations, les comportements de consommation et c'est en fonction de ça qu'eux, ils préviennent leurs champions qui viennent maintenant investir. Et les populations ne s'en rendent compte que trop tard, en tout cas ici en Afrique, surtout en Afrique francophone. Et je pense que l'enjeu, il est à ce niveau-là de pouvoir gérer nous-mêmes nos données nationales et surtout pouvoir permettre de créer des champions nationaux au détriment de ces champions mondiaux là, tels que les Chinois et les Américains. Donc vous contrôlez la donnée, vous contrôlez l'économie et surtout vous avez une mainmise sur les habitudes de consommation, de comportement de vos consommateurs. Et d'où la nécessité de soutenir davantage ces champions nationaux là également. Et Nathan, vous parliez tout à l'heure de la nécessité d'aller vers cette industrialisation en tout cas de nos États. C'est d'ailleurs parmi les priorités du président gabonais parce que dans le cadre de la relance de l'économie nationale, il mise sur une
une politique proactive de création d'emplois durables et de richesses nouvelles basée sur la transformation locale des matières premières, puisque le Gabon également figurait parmi les pays africains, comme la plupart en tout cas de nos pays, qui exportaient beaucoup de matières premières et en retour importaient également beaucoup de produits manufacturés. Aujourd'hui, il va inverser la tendance et transformer localement les matières premières aujourd'hui pour soutenir l'économie. Qu'est-ce que cela vous inspire également? Alors, on en fait une très bonne lecture, parce que ça aussi, c'est de la souveraineté. Sortir de cette économie de rente-là et aller beaucoup plus vers une économie productive où l'État s'industrialise. On a la mesure forte qui a été prise, c'est comment ça s'appelle, la transformation du manganèse d'ici 2029, je crois. Et donc, ça, c'est une mesure très forte, parce que le manganèse, le Gabon est l'un des plus grands producteurs de manganèse, et on ne transforme pas ça. Donc ça, c'est une mesure très forte et très importante. Et donc, on peut aller dans plusieurs domaines comme ça, pour le pétrole, pour beaucoup d'autres. Non seulement, le bois, par exemple, ça va, non seulement ça va créer des richesses, mais ça va aussi créer des emplois, parce que si l'État réduit son coût de vie, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de difficultés à la fonction publique de prendre des gens et d'embaucher des gens. Donc il faudrait qu'il y ait des alternatives pour ces populations-là qui auront besoin de travailler. Donc l'industrialisation de l'économie est importante non seulement pour l'État, mais aussi pour les populations. Et comment c'est là? On a 20% de chômage. Allez. Ouais, on a 20% de chômage, c'est justement, c'est pour appuyer ce qu'il dit. L'enjeu, il est à ce niveau-là. Vous développez, il y a l'industrialisation, il y a l'agriculture, il y a le tourisme. En termes de potentiel, le Gabon est très loin de son potentiel touristique. Et développer ces secteurs-là, c'est créer de la richesse, c'est résorber le chômage et c'est vraiment appuyer l'État dont la fonction première n'est pas de recruter. Donc voilà. Et j'aimerais qu'on reste sur ce point que vous avez abordé, Moussa, à savoir la question du chômage. Aujourd'hui, le fait de relever ce défi de l'industrialisation avec la transformation localement des matières premières, comment cela pourrait davantage soutenir la croissance du pays et également même résoudre en grande partie, en tout cas, la question de l'emploi des jeunes? Oui, elle est destinée à la cible femmes et jeunes qui sont diplômés et qui cherchent de l'emploi. La majorité cherche un emploi dans la fonction publique justement. Et aujourd'hui, le message, c'est que l'industrie, le tourisme, l'agriculture et même la culture sont des zones où il y a encore tout à faire. Et l'État peut lancer, peut impulser, mettre le cadre. Ce serait d'organiser, par exemple, les femmes dans tout ce qui est transformation, dans l'exploitation du bois. Ce serait au niveau de l'artisanat de donner des formations qui permettraient de capaciter ces jeunes-là à pouvoir créer, parce que le potentiel créatif, il est là, il est énorme. Et j'aimerais interpeller Nathan sur un dernier point avant qu'on termine pour cette première partie-là. Nathan, après que sa candidature ait été portée à la présidentielle par le mouvement Les Bâtisseurs, le président gabonais a lancé le 28 juin dernier la création de sa propre formation politique. Le pays a également adopté le 17 juin une nouvelle loi sur la rationalisation des partis politiques. Je rappelle que le Gabon compte environ 103 formations politiques pour une population d'un peu plus de 2 millions d'habitants. Quelle lecture vous faites de cette redéfinition aujourd'hui de la scène publique gabonaise? Alors, je pense que c'est une réforme intelligente mais risquée quand même, parce qu'il faut avouer que les gens ont eu des habitudes depuis plusieurs années. Et la politique politicienne a fait en sorte qu'on a justement la naissance de plusieurs formations politiques qui en réalité ne sont pas vraiment des formations politiques, mais c'est des soutiens d'autres soutiens. Et donc, rationaliser cela, j'ai vu qu'ils ont demandé à ce que chaque parti politique ait au moins 12 000 adhérents, 12 000 membres. Et c'est important. Mais il y a un gros problème, encore le problème de sensibilisation. Il faut avouer que chez nous, par exemple, les gens n'adhèrent même pas au parti. Ils se déplacent de parti en parti, de meeting en meeting. Et les gens qu'on a filmés, ce sont les adhérents du parti. Ce sont souvent les mêmes qui adhèrent à plusieurs formations politiques, d'où l'intérêt en tout cas de davantage sensibiliser ces populations-là et même les tenants de ces partis et autres formations politiques. En seconde partie du débrief, il sera question de parler de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de quels défis aujourd'hui attendent le président qui est Julius Maada Bio. C'est tout de suite.
De retour pour la seconde partie de votre émission, le débrief. Moussa, déjà, quel bilan est-ce que vous tirez aujourd'hui du mandat ou bien des 2 mandats du président nigérian Bola Tinubu, surtout son second mandat? Oui, c'est un bilan, on va dire à peu près, il a montré de la volonté. Il a montré de la volonté parce que c'était les 50 ans le 28 mai dernier et c'était l'occasion vraiment de faire le bilan des 50 premières années. Et on l'a toujours dit, aujourd'hui, la CEDEAO semble dépassée par les choses. En tout cas, le monde en 50 ans, ne serait-ce que depuis 10 ans, a beaucoup changé. Et il faut aller vers ces réformes-là. Donc le président Bola a fait comme il pouvait. En fait, son plus gros morceau, on va dire, c'était l'AES, de pouvoir réinstaurer le dialogue, de pouvoir faire, à la limite, comme nous le voulons tous, faire revenir ces pays-là. Et je pense qu'il a fait comme il pouvait. Maintenant, les mandats sont de 1 an en 1 an. Ce qu'on peut faire, c'est impulser et après qu'il y ait de la continuité. Je pense qu'il a dirigé sa mission comme il pouvait. Maintenant, les défis sont majeurs par rapport à celui qui vient d'être installé. Et si on reste avec un point que vous avez abordé, à savoir les relations avec l'AES, on a constaté quand même que pour son premier mandat, il était beaucoup plus sur les principes, mais pour le second, on a vu un Bola Tinubu à la tête de la CEDEAO, beaucoup plus flexible et ouvert également, ce qui a d'ailleurs contribué à rapprocher davantage la CEDEAO et la Confédération des États du Sahel. Aujourd'hui, quelle lecture est-ce que vous faites de cette coopération renforcée entre les 2 structures? Je veux bien sûr parler de l'AES et de la CEDEAO. Oui, c'est une coopération. Il est extrêmement important de garder ce couloir de dialogue-là, comme on l'avait dit. Je pense que je l'avais dit dans ce studio-là. Tout à fait. Quand quelqu'un veut partir, quand il y a un conflit, que quelqu'un veut partir, il faut le laisser partir. Voilà, celui qui veut partir n'entend rien. Donc maintenant que tout le monde est parti. Il faut le laisser partir et garder ce couloir de dialogue. Et garder ce couloir de dialogue-là, comme j'avais dit justement. Et il est heureux de voir que le président est très conscient, le nouveau président Julius est très conscient de l'importance de garder ce dialogue-là institué par le président Bola. Et il faudrait poser des actes forts dans le sens des intérêts communs des 2 entités. Parce que nous avons toujours les mêmes peuples. Les frontières sont invisibles, mais nous avons les mêmes peuples, nous avons les mêmes intérêts. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, l'AES est constituée par des pays qui sont enclavés. Ils ont besoin d'avoir de l'ouverture au niveau de la mer, développer le commerce. Et c'est l'occasion pour la CEDEAO de mettre en place des garanties fortes qui d'ailleurs entre dans sa mission de promotion de l'économie et de l'intégration économique. Quels sont vos besoins, vous, AES, et comment est-ce qu'on peut mettre un plan d'action de manière concrète pour aller vers ces besoins-là, parce que nous aussi, nous avons besoin de vous. Et il est heureux de voir que le dialogue a été instauré. Il faut maintenant le continuer et poser des actes dans le sens maintenant de réformes très claires, mais il faudrait d'abord, au niveau de la CEDEAO, je pense, qu'il y ait des réformes internes. Et ces réformes-là doivent d'abord travailler à la consolidation de la crédibilité de la CEDEAO. Et nous reviendrons tout à l'heure sur ces réformes nécessaires-là en interne de l'organisation ouest-africaine. Et vous avez parlé tout à l'heure également de cette nécessité de soutenir ou bien de coopérer davantage avec ces pays de l'AES. D'ailleurs, dernièrement, le président de la commission de la CEDEAO, Oumar Ali Touré, avait fait le déplacement également à Bamako et a eu à rencontrer les chefs de la diplomatie de ces 3 pays-là, que sont le Mali, le Burkina et le Niger, pour davantage travailler en tout cas aux possibilités de coopération entre leurs 2 structures, à savoir l'AES et également la CEDEAO. Et Nathan, quel défi aujourd'hui attendent le président élu, le président Sierra Leone, Julius Maada Bio, à la tête de la CEDEAO? Alors, en dehors de cette communication efficace avec les pays de l'AES, nous avons aussi le défi sécuritaire qui est toujours là et qui plane toujours. Et comme a dit le coach Moussa tout à l'heure, il faut considérer que les relations entre la CEDEAO et l'AES sont des relations qui sont naturelles et qui sont vitales. Parce que ce sont les mêmes peuples, ce sont les mêmes challenges, ce sont les mêmes défis. Voilà, donc l'un des défis, c'est justement de crédibiliser cette force militaire-là, cette force d'action. L'autre défi majeur, c'est le défi de la démocratie. On a remarqué que par le passé, la CEDEAO était une organisation punitive. Il fallait sanctionner, mais ce n'est pas toujours la sanction qu'il faut. Ce n'est pas toujours, parfois il faut le dialogue, parfois il faut l'accompagnement même pour aller plus loin. Parfois il faut, par exemple, pour mettre fin aux longues transitions, il faut de la communication, il faut des échanges, mais pas toujours punir. Donc il y a aussi ce défi-là de restaurer la démocratie, une vraie démocratie au sein de l'organisation. Et on reste sur ce point, Nathan. Cette région ouest africaine également fait aujourd'hui face à différents défis, vous l'avez rappelé, tels que le terrorisme. Il y a également la criminalité
criminalité transfrontalière, les reculs démocratiques dont vous avez parlé également à l'instant. Julius Maada Bio a d'ailleurs placé son mandat sous le signe du dialogue et de la réforme. Le président sierra-léonais est un ancien militaire également, devenu président élu démocratiquement. Quelle lecture est-ce que vous faites de son approche inclusif également, avec laquelle il compte présider la CEDEAO, puisqu'il veut vraiment miser sur le dialogue, comme je l'ai rappelé tout à l'heure? Alors c'est déjà bien, il a un bon profil, c'est un militaire. On a en face aussi des populations qui sont majoritairement dirigées par des militaires maintenant, avec les coups d'État et tout ça. Donc il peut aussi communiquer avec les militaires, c'est très bien déjà. Et c'est un militaire qui a été démocratiquement élu, donc aussi il a une marge de manœuvre avec les démocraties qui sont présentes. Je crois que son approche est très bonne parce qu'une approche communicative est toujours importante dans ce que nous sommes en train de voir. Mais au sujet de l'insécurité, il faudrait il ne faudrait pas aller de même ordre, il faudrait taper du poing sur la table parce que les crimes dans les frontières et toutes ces choses-là affectent littéralement les populations et il faudrait vraiment des mesures fortes et des actions menées. Et si on reste avec cette situation sécuritaire dans le Sahel, Moussa, au-delà de cette force en attente, cette force qui est attendue, la force régionale de la CEDEAO pour la lutte contre le terrorisme, on constate de plus en plus également que d'autres États ouest-africains, individuellement en tout cas, renforcent leur coopération avec les 3 pays de l'AES, à savoir le Sénégal et le Mali, la Côte d'Ivoire aujourd'hui et le Burkina, le Niger, le Nigeria et j'en passe, pour davantage, en tout cas, sur le plan sécuritaire et économique également, renforcer leur coopération. Quelle lecture est-ce que vous faites également de cette tendance de plus en plus constatée dans la région ouest-africaine? Oui, les États membres sont conscients du fait que lorsque la case du voisin brûle, je ne peux pas dire que ça ne me concerne pas. Parce que les terroristes, on le dit toujours, leur objectif c'est d'arriver vers la côte ouest de l'Atlantique pour avoir plus d'envergure. Et coopérer est devenu une nécessité. C'est devenu une nécessité. Et limite, il y a un lien entre ces défis sécuritaires-là et l'économie. Il l'a dit tout à l'heure, les populations sont persécutées, il y a des tracasseries au niveau des frontières. Et des institutions, pour moi, comme la BAD, devraient pouvoir financer et contribuer au renforcement de ces ressources de défense-là des États membres. Et cela permettrait de régler ce problème-là et d'avoir une coopération militaire accrue et plus efficace pour pouvoir repousser ce fléau-là qu'est le terrorisme. Et le nouveau président également de la CEDEAO s'est fixé 4 grandes priorités pour son mandat, que sont la restauration de l'ordre constitutionnel et du renforcement des institutions démocratiques, la refonte de la coopération sécuritaire régionale, l'accélération également de l'intégration économique régionale à travers l'effectivité de la ZLECAf, ainsi que l'urgence de réformer cette institution qui est la CEDEAO. Que pensez-vous de ces grands chantiers auxquels compte s'attaquer le président Julius Maada Bio? Oui, c'est des grands chantiers parce qu'il faudrait au niveau individuel, au niveau étatique, qu'il y ait d'abord des réformes avant d'aller vers une harmonisation. Parce qu'il y a toujours des disparités d'un pays à l'autre en termes de procédures, de réglementation économique. Et il faudrait d'abord s'entendre sur un canevas à essence régionale. On a eu le HADA par exemple. Je le dis toujours, c'était une très bonne chose. Il faudrait aller beaucoup plus loin pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Aujourd'hui, quelles sont les disparités? Il faudrait faire un audit et voir quelles sont les disparités en termes de réglementation au niveau étatique d'abord. Ensuite, aller vers une harmonisation à hauteur de la CEDEAO de ces procédures-là. Et en ce moment-là, tous les États parleraient le même langage en termes de facilitation économique. On a parlé de fiscalité, on a parlé de mobilité des personnes et des biens. Il faudrait d'abord s'assurer de parler un langage unique. C'est surtout ça le défi qui attend justement le président Julius. Et cela passe, comme vous l'avez dit, par des réformes d'abord au niveau des États au niveau national, avant de ces réformes avant d'en arriver à ces réformes au niveau régional. Voilà, mais il faut d'abord établir la vision au niveau de la CEDEAO et partager cette vision-là aux États membres qui vont à leur tour faire de la sensibilisation au niveau des populations. Parce que jusqu'à présent, l'autre défi, c'est que les populations ne se reconnaissent pas toujours au niveau de la CEDEAO et il faudrait que la CEDEAO passe d'une gestion, on va dire, un peu trop technocratique et va aller un peu plus vers les populations. Et c'est d'ailleurs l'objectif du président Julius Maada Bio, d'où l'urgence en tout cas à réformer la CEDEAO en elle-même. Et Nathan, vous concernant, que pensez-vous de ces 4 priorités que s'est fixé le président sierra-léonais, l'actuel président de la CEDEAO également?
Alors, à côté de ces 4 priorités qui sont très importantes, il faudrait que le président pense surtout au nerf de la guerre, donc l'argent. Il faudrait que la CEDEAO crée son argent. Quand je dis créer son argent, c'est de s'assurer des cotisations des États membres, c'est de trouver des partenaires qui ne soient plus de l'autre côté, mais qui sont des partenaires inclusifs. C'est-à-dire, on peut davantage renforcer la coopération sud-sud. Voilà, la coopération sud-sud, trouver des partenaires, des ONG, des organisations au sein de la zone qui vont financer, qui vont soutenir les projets. Ça peut être des projets militaires, ça peut être des projets pour la santé, pour l'éducation, se rapprocher des populations, mais que la CEDEAO trouve son argent. C'est important. Et par rapport à cela, la réforme, parmi ces grandes priorités également, la réforme de l'institution, nous le disons depuis tout à l'heure, ne constitue-t-elle pas aujourd'hui l'urgence pour une meilleure attractivité de la CEDEAO? C'est-à-dire réformer d'abord la CEDEAO pour que l'organisation soit davantage attractive. Alors, et que les peuples s'identifient plus à cette institution. Je crois que pour les 50 ans, on était ici et nous avons discuté de cela. La CEDEAO doit se reformer, surtout elle doit sortir de cet état caduc où justement où les populations ne se retrouvent pas. Et si aujourd'hui l'AES est sorti, c'est parce que aussi les dirigeants, certains dirigeants ne se retrouvaient plus dans cette institution et dans son mode de gestion. Il faudrait que le mode de gestion de l'institution soit adapté aux réalités actuelles. Donc une institution plus démocratique, mais aussi une institution plus interactive avec les populations. Et une institution en tout cas qui fait mieux face aux défis contemporains, aux défis auxquels en tout cas cette institution a à faire. Et je pense que les actuels tenants en sont bien conscients. Et Moussa, pourrait-on assister à une coopération davantage renforcée entre la CEDEAO et l'AES sous le mandat du président Sierra Leone? Je précise que les premiers actes en tout cas allant dans ce sens ont été posés par son prédécesseur et également le président de la commission de la CEDEAO, je le rappelais tout à l'heure, qui est le président Oumar Alieu Touré. Oui, il y a bon espoir. Il y a bon espoir. Parce que, lui, je pense qu'il a compris, le président Julius a compris qu'il était temps de passer à l'action. Il y a eu beaucoup de débats, beaucoup de littérature. Et le président nigérian a impulsé ce couloir de dialogue, il l'a stabilisé. Aujourd'hui, il faut passer aux réformes. Et les réformes de gouvernance de la CEDEAO qui seraient beaucoup plus adaptées au contexte actuel par rapport aux défis sécuritaires, aux défis économiques, aux défis sociaux des populations, ainsi, et établir aussi un couloir de communication. C'est extrêmement important. Moi, j'insiste beaucoup sur la communication avec les populations parce que toute action que ces institutions-là sous-régionales entreprennent, c'est pour le bien des populations. Vous ne pouvez pas avoir un client et décider dans votre bureau de comment est-ce que vous allez servir ce client-là. Il faut aller au niveau des besoins réels des populations et impulser maintenant les réformes à ce niveau-là. Mais je pense que c'est bien parti et nous pouvons avoir bon espoir. Et j'aimerais qu'on aborde un autre volet, à savoir le volet économique. Comment aujourd'hui le troisième axe prioritaire de Julius Maada Bio, à savoir l'accélération de l'intégration régionale à travers l'application effective de la ZLECAf, cette zone de libre-échange continentale, pourrait-il contribuer à accélérer par la même occasion l'intégration économique des États ouest-africains? Oui, la ZLECAf, je vais y arriver, est une très bonne chose. Mais je l'ai dit tout à l'heure, on a les tracasseries au niveau des frontières. Nous n'avons pas les mêmes taxes au niveau de la douane, au niveau de la police, lorsque vous passez d'une frontière à l'autre. Et il faudrait d'abord régler ce problème-là pour pouvoir améliorer la mobilité, parce que nous avons des camions qui peuvent quitter le Sénégal et qui doivent aller vendre du poisson séché, par exemple, au Burkina. Mais de plus en plus, les chauffeurs sont découragés parce qu'il y a le défi sécuritaire, mais il y a les tracasseries au niveau des frontières. Donc, je pense que la CEDEAO est très bien placée pour asseoir une réglementation au niveau de la douane, par exemple, qui permettrait une meilleure circulation des personnes et des biens. Avec surtout l'harmonisation des textes de ces pays-là. Des textes de ces pays-là, et ce serait, par rapport à cette vision-là, de pouvoir faciliter, de permettre à la ZLECAf, qui est encore une fois, comme je le dis, une très bonne idée, de pouvoir vraiment avoir cet impact-là. Mais il y a des réformes courageuses à prendre. Et comment la ZLECAf, la même question, la ZLECAf aujourd'hui, son effectivité, la ZLECAF est déjà entrée en vigueur au niveau continental, mais au niveau de la région ouest africaine, l'effectivité aujourd'hui de cette zone de libre-échange, comment elle pourrait contribuer à davantage accélérer les échanges commerciaux entre États ouest africains? Alors accélérer les échanges, c'est quelque chose de... c'est pas utopique, c'est possible. Le problème, c'est que on a le défi sécuritaire. Ça veut dire que
Déjà, ça, c'est un gros problème. Il a parlé de l'harmonisation au niveau des textes en vigueur. Et donc, il faudrait que ce problème soit réglé, une harmonisation efficace pour que les biens et les personnes puissent circuler librement. Mais l'idée est majeure et c'est pratique, c'est possible de le faire. Parce que les frontières sont communes, les populations sont les mêmes, on n'est pas très éloigné en termes de culture, en termes de besoins. Les besoins sont les mêmes, les consommations et les consommateurs sont presque les mêmes. Maintenant, c'est gérer le défi sécuritaire, gérer les défis en termes de réglementation, d'impôts, de douane. Et donc, je pense que c'est vraiment possible. Mais gérer les défis sécuritaires, les pays de l'AES, ils sont déjà, les pays de la CEDEAO également s'y mettent aussi. Donc, est-ce qu'on n'est pas déjà dans cette dynamique dont vous parlez, à savoir gérer ces défis sécuritaires auxquels ils font face? Oui, nous sommes dans cette dynamique. Maintenant, il faut la maintenir et veiller à ce qu'elle arrive à bon port, quoi. Et le président Julius Maada Bio, aujourd'hui, son élection est intervenue dans un contexte régional assez particulier. Vous avez rappelé tout à l'heure la situation sécuritaire au niveau de la région ouest africaine. Quel avenir aujourd'hui pour l'instance régionale qui est la CEDEAO? Alors, je pense qu'avec l'impulsion du président et voyant ses priorités, je pense que nous pouvons garder espoir que l'institution va non seulement être transformée dans la gestion, dans les réformes, mais aussi dans sa manière de gérer les situations. Et je pense que le dialogue avec l'AES est possible et qu'au lieu de vouloir seulement réagir, il faudrait écouter aussi les pays de l'AES. Et je pense que la viabilité de la CEDEAO dépend de sa cohabitation avec l'AES. Et la viabilité de la CEDEAO dépend de sa cohabitation avec l'AES également. D'autres pays aussi collaborent avec ces pays de l'AES. On peut citer aujourd'hui la directive royale d'accès, en tout cas, à ces pays du Sahel à l'Atlantique. Quelle lecture est-ce que vous faites aujourd'hui d'une disposition pareille? Vous avez rappelé tout à l'heure, le Mali, le Burkina et le Niger sont aussi des pays enclavés. Oui, on a l'appel du Togo. Le Togo qui a réagi par rapport à ça pour leur donner un accès. Nous avons le Nigeria, nous avons toutes ces... Et également la directive royale au Maroc d'accès des pays du Sahel à l'Atlantique. Du Sahel, justement. Il y a toujours un fondement économique, mais c'est gagnant-gagnant. Je pense que c'est une dynamique qui est importante, qu'il faut consolider, qu'il faut renforcer. Et plus on a des ouvertures, ça fait plus d'opportunités pour les pays de pouvoir se développer, parce qu'il n'y a pas intérêt à se mettre dans une entité si économiquement nous n'avons pas d'intérêt. Donc ce type de proposition du Maroc, du Togo et certainement de la Côte d'Ivoire entre dans cette droite ligne-là de pouvoir offrir des opportunités et permettre aux pays de l'AES de pouvoir avoir les moyens de leur politique. Et comment renforcer davantage, en tout cas, cette intégration économique entre ces pays du Sahel et le reste, en tout cas, des pays de la CEDEAO? Je rappelle que ces trois pays du Sahel, à eux seuls, constituent en tout cas plus de 2 millions de kilomètres carrés de l'espace ouest africain. Oui, il faudrait des accords. Je pense que le dialogue qui est déjà institué est très important. Le dialogue, il n'est pas seulement idéologique, il a un but économique. Et ce dialogue-là devrait arriver justement, c'est pourquoi je parlais de vision tout à l'heure. Il faudrait se dire qu'est-ce que nos États veulent pour l'Afrique dans les 5 ans, dans les 10 ans, dans les 15 ans à venir par rapport à ces deux entités de manière spécifique, AES et CEDEAO. Où est-ce que nous voulons aller? Et si la vision elle est claire en termes d'épanouissement économique, de réglementation, de transparence, de gouvernance, cette vision-là, elle est partagée et c'est un plan d'action sur 5 ans et quel que soit le président qui arrive, il entre dans le moule. Et il dit, OK, telle personne comme le président nigérian a fait sa part, moi, ma part, c'est au niveau des défis sécuritaires, je m'occupe de cela pendant 1 an, mais il faudrait d'abord que la vision elle soit claire et qu'elle soit aussi partagée. Et Nathan, vous concernant, où est-ce que vous voyez la CEDEAO pour les années à venir ou bien cette cohabitation entre CEDEAO et AES pour les années à venir? Alors, cette cohabitation, je la vois grandissante et de toutes les manières, elle est inévitable. Et elle est inévitable, comme on a dit, les populations sont les mêmes, les besoins sont les mêmes, c'est une cohabitation qui se veut naturelle. Maintenant, je reviens sur l'impulsion du président Julius et sa vision de la chose, je crois que c'est possible de trouver
un cœur d'entente, une cohabitation naturelle pacifique. également à renforcer, comme vous l'avez dit, sous la présidence du président Julius Maada Bio à la tête de la CEDEAO. Nous en sommes à la fin de l'émission Le Débrief. Je rappelle que nous recevions M. Nathan Ombago. Vous êtes analyste politique. Merci encore d'avoir répondu présent à notre invitation et toujours un plaisir aussi de partager ce plateau avec vous. Merci Sophie, un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Toujours un plaisir également de partager le plateau avec votre co-débatteur, M. Moussa Gueye. Vous êtes consultant, membre de l'OCDEA, l'Observatoire pour le suivi des indicateurs de développement économique en Afrique. Vous y êtes également le chargé de la communication et des partenariats, de la formation plutôt, et des partenariats. Toujours aussi un plaisir de partager ce plateau avec vous et merci d'avoir été avec nous. Merci, c'est un plaisir renouvelé et prêt à revenir. Merci également, toujours prêt à vous recevoir, en tout cas tous les deux. Merci à nos collègues de l'équipe technique pour les facilitations et pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programme sur nos antennes.